Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers abonnés de ma page Facebook Mingon officiel, bonsoir. Je vais commencer par vous présenter toutes mes excuses parce que j'étais en live, mais malheureusement, vous ne le receviez pas chez vous. J'espère que à partir de cet instant, vous êtes donc en train de recevoir ce live qui, malheureusement, ne passait que sur YouTube. Pour votre patience, c'est parce que certainement vous vous êtes posé des questions. Je vous adresse donc, bien évidemment, mes remerciements pour cette fidélité et vous dis que prochainement, nous essaierons de faire mieux pour que nous n'ayons pas ces problèmes techniques. Je remercie aussi ceux des fourmis maillants qui ont eu à appeler pour alerter qu'il y avait un petit souci technique et que la vidéo ou bien le live n'avait pas encore commencé. En réalité, j'étais en direct sur, comme je l'ai dit, la chaîne YouTube Jipo Mingon officiel qui devait être synchronisée avec la chaîne avec YouTube, avec Facebook. Mais malheureusement, cela ne s'est pas fait. Qu'à cela ne tienne, parce que je suis à votre service pour cette brochette ou cet avant-goût des dossiers noirs du samedi soir, en ce jeudi, nous allons uniquement d'abord prendre comme le plat de résistance ce gros morceau qui passe en boucle sur toutes les chaînes de télévision et de radio. Les États-Unis, la risée du monde entier, le gendarme qui aujourd'hui est devenu chef bandit, les États-Unis, terre de la démocratie, tombés dans la barbarie et qui aujourd'hui fait certainement la moquerie de certains dictateurs africains et leurs fans. Les États-Unis, plus bas que terre, les États-Unis ont démontré une face nauséeuse, une démocratie déliquescente et surtout un pays qui, quoi qu'on dise, a démontré encore beaucoup de failles au sommet de l'État. Une maison sacrée, un symbole, une institution où siège celle-là même qui devait décider ou alors qui devait valider, certifier l'élection du nouveau président américain, eh bien, cette institution a été prise d'assaut par celui-là même qui devrait incarner les institutions, à savoir Donald Trump. Des trompettes, des violons et des violoncelles, il avait appelé et chauffé tous ses supporters à bloc devant la Maison Blanche, revendiquant sa victoire volée ou alors sa prétendue victoire volée et finalement en leur disant qu'il n'allait jamais céder, qu'il n'allait pas lâcher et qu'il fallait que les dizaines de milliers de ces fans qui étaient venus à travers les coins et recoins des États-Unis avec des casquettes rouges sang écrites Trump 2020, d'aller donc prendre en otage, d'aller assiéger le Congrès américain. Aussitôt dit, aussitôt fait. Pendant que ces élus étaient en train de vouloir donc voir justement ce qui s'était passé depuis le 3 novembre, c'est en ce moment que la troupe à Trump a fait irruption dans le Capitole, dans un cafouillage, dans un vandalisme à nul autre pareil. Les États-Unis ont donc montré un autre visage à la planète entière, avec, bien sûr, la police qui a été obligée d'utiliser des moyens forts, donc des bombes lacrymogènes et même des tirs à balles réelles. Résultat des courses, en plein Capitole, une femme qui pourtant était militaire de carrière
est tombée sur des balles d'un policier. Elle est décédée. À l'extérieur, il y a également eu 3 morts, dont une autre femme. Bilan lourd, 4 morts et 57 arrestations, parmi lesquelles 47 étaient bel et bien liées à cet événement et 26 ont été arrêtés au Capitole. Le couvre-feu a été décrété. On s'est retrouvé obligé de faire appel à la garde nationale, fait exceptionnel qui ne se passe pas souvent aux États-Unis. Les anciens présidents Barack Obama et Bush ont d'ailleurs qualifié cet incident d'inacceptable, voire, comme l'a dit Bush, comme étant une atteinte non seulement à la démocratie, mais des manifestations dignes d'une république bananière. République bananière ou républiquette de dictature, c'est souvent des mots que Donald Trump a utilisés contre les dictateurs africains qui veulent s'accrocher au pouvoir. Mais Donald Trump n'a pas fait mieux que ces dictateurs qui adorent aussi le pouvoir. Ainsi, Donald Trump, dès même la fin de l'élection, disait déjà qu'il ne voyait pas comment est-ce qu'il allait perdre ou alors comment est-ce qu'il allait céder son fauteuil présidentiel. Donc, dans tous les cas, il était déjà prêt à ne pas partir, prêt à faire le 2e mandat. Malgré on a pris Donald Trump, qui s'est cru comme un dictateur africain, n'a pas réussi son coup. Peut-on dire que Donald Trump a usé de la loi ou a piétiné la loi? Donc on pourrait dire que Donald Trump a utilisé les voies de la démocratie. En effet, les manifestations sont autorisées aux États-Unis. Et on peut donc dire aussi que les manifestations pro-Trump pouvaient bien manifester, pouvaient bien défiler. Mais sauf que violer une institution, aller prendre la place de la présidente de la Chambre, Pelosi, saccager, arracher, affronter des forces de sécurité avec une telle violence, ce n'est plus de la démocratie. Beaucoup ont ri en Afrique en disant, voilà donc exactement ce que les Ping, les Kamto, les Selou Daler ou encore tous les autres opposants font en Afrique. Non. Donald Trump est président des États-Unis. Il n'est pas opposant. C'est plutôt Joe Biden qui est encore dans la posture d'opposant tant qu'il n'a pas prêté serment. Certes, maintenant, il peut être qualifié de président dans la mesure où il y a eu certification. Donald Trump, s'il aurait été en Afrique, jamais il n'aurait perdu une élection. Puisqu'il aurait utilisé la justice, il aurait utilisé la Cour suprême, il aurait utilisé le Conseil constitutionnel, il aurait utilisé l'armée, il aurait utilisé tous les moyens jusqu'à séquestrer tous les opposants. Paul Biya l'a fait avec Maurice Kamto, qui a bel et bien dénoncé ce qu'on peut appeler le hold-up électoral, mais Paul Biya a plutôt pris Maurice Kamto et l'a jeté en prison. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, le même Paul Biya a encore séquestré le même Maurice Kamto. En Côte d'Ivoire, on a vu Alassane Ouattara utiliser les mêmes méthodes, tout comme également Ali Bongo a utilisé exactement les mêmes méthodes. Au Congo, Sassou Nguesso, même méthode. Au Tchad, même méthode. En Guinée, même méthode. Au Togo, même méthode. Cela veut donc tout simplement dire que les États-Unis ne peuvent pas être comparés à
des républiques bananières qui sont en Afrique où le chef de l'État, le président, est tout puissant et dicte tout. Donald Trump a voulu utiliser de tous les pouvoirs que lui confère, bien sûr, son statut. Mais a-t-il réussi? Parce qu'aux États-Unis, il ne peut pas. Il ne peut pas parce que les institutions sont fortes. Parce qu'il ne peut pas contrôler tous les États. Parce qu'il ne peut pas contrôler tous les maires. Et parce qu'il ne peut pas contrôler tous les juges. Certes, il s'est vengé lorsque un procureur a eu à faire une enquête par rapport à ce scandale qui le concernait pour l'intrusion de la Russie dans la dernière élection présidentielle. Qu'a-t-il fait Donald Trump? Il a viré. Donald Trump a exactement utilisé les mêmes méthodes que Hitler, Mussolini et tous les dictateurs ont utilisé, ont employé, à savoir chauffer leurs fanatiques, les dresser contre les opposants, utiliser les procureurs ou alors chercher à pouvoir les court-circuiter en utilisant, par exemple, les redressements fiscaux. Mais aux États-Unis, Donald Trump s'est retrouvé devant des personnalités internes. Beaucoup peuvent dire, Donald Trump, c'est un héros. Oui, il a voulu combattre le nouvel ordre mondial. Il a voulu combattre ceci, combattre cela. Sauf que Donald Trump a-t-il respecté le b.a.-ba de la démocratie? Non. Lorsqu'on sait déjà que, par rapport à sa propre richesse, il y avait bien conflit d'intérêts entre ces entreprises et son statut de chef d'État. Donald Trump n'a jamais réussi à démêler cela. Donald Trump a-t-il pu au moins justifier ce que l'on demandait, à savoir ses déclarations fiscales? Il ne l'a jamais fait. Donald Trump, par contre, a usé, abusé de ses pouvoirs, de gracier les criminels, de gracier tous ceux-là qui étaient impliqués et qui le couvraient dans de sales affaires. Donald Trump a laissé prospérer en même temps aussi ce qu'on peut dire le racisme. Donald Trump, sans pour autant vouloir faire seulement son procès, on devrait lui accorder des circonstances atténuantes. Donald Trump a parlé donc de ce qu'on peut appeler le trucage des élections. Donald Trump a donc montré que dans la démocratie des États-Unis, qui avait peut-être de la poussière, mais est-il le premier à s'en plaindre? Non, parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il faudrait se rappeler, par exemple, que Al Gore, en 2004, en a revendiqué, mais dans le fair play, il a fini par accepter sa défaite. Et avant cela, puisque le monde entier est en train, ou bien ceux qui voient les complots partout, sont en train de dire qu'on est en train de vouloir écarter Donald Trump, que ceci a été uniquement appliqué par lui et que c'est la première fois que cela se passe. Mais non, en 1961, il faut savoir que Richard Nixon était bel et bien là, au pouvoir. Eh bien, il a accepté, après des contestations, il a accepté quitter le pouvoir et passer le fauteuil à John Kennedy. Il avait déclaré que je veille à ce que la stabilité de nos institutions soit assurée
Et je veillerai à ce que la démocratie puisse avancer dans la paix, la liberté, parce que les ambitions d'un homme ne sont pas au-dessus des ambitions d'un pays. C'est ainsi que il avait passé le pouvoir en Afrique francophone particulièrement. Combien de chefs d'État donc ont accepté passer le pouvoir? Combien de chefs, par exemple, aujourd'hui, ce qu'on est en train de vouloir présenter comme étant des grands démocrates, plus que les États-Unis, combien ont accepté de se faire humilier par la justice? Donald Trump a fait recours à la justice. Il a passé son temps à mettre de l'argent. Mais a-t-il gagné? Il a perdu 60 procès devant les tribunaux. Il a perdu 2 procès devant la Cour suprême. Il a tenté de magouiller, de donner des injonctions au gouverneur. Ça n'a pas marché. Il a tenté de manipuler son vice-président, Mike Pence. Ça n'a pas marché. Là, c'est la démocratie. Et ce qui s'est passé, lorsqu'on dit que le Congrès se réunit, ça n'existe pas aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Cela est tout simplement le 12e amendement de la loi de 1887. Et cette loi, c'est elle qui dit que la certification devrait se passer entre le Sénat et la Chambre basse. Et bien sûr, lorsque cela devrait se passer, c'est le vice-président qui ouvre les enveloppes. Cela a été bel et bien respecté, puisque le vice-président est parti ouvrir les enveloppes des collèges électoraux. Et bien sûr, tout est en place. Donc, 306 voix pour Joe Biden contre 262 pour Donald Trump. Mais la loi américaine demande également que, au moment où le vice-président a déjà ouvert, qu'il demande s'il y a quelqu'un qui s'oppose. Effectivement, il y a donc eu opposition de quelques sénateurs, et c'est en ce moment que les 2 chambres doivent se retirer pour aller bel et bien discuter et voter. Mais c'est à ce moment que les partisans de Trump sont donc entrés en action. Quand on voit tout ce qui s'est donc passé, on est en droit de se poser une question. Est-ce que Donald Trump est une victime, ou plutôt c'est lui le bourreau? C'est lui le bourreau, puisque c'est lui qui est au pouvoir. C'est lui qui actionne tout. Peut-il dire que lui qui était au pouvoir, lui qui nommait dans toutes les agences, finalement on n'a pas pu contrôler tout ce monde-là? C'est juste pour dire que les États de la démocratie, les États-Unis, sont, quoi qu'on dise, encore sur le chemin de la démocratie. Ce n'est pas parfait, mais tout au moins, c'est un exemple que Donald Trump, tout puissant, milliardaire de son État, avec tout ce qu'il a à côté de lui, même quand il avait ordonné, lorsqu'il y a eu les émeutes, avec suite à l'assassinat de George Floyd, il a demandé à l'armée de sortir. L'armée n'est pas sortie. Quel chef d'État africain peut demander à un général, au chef d'État-major ou au directeur de la police de sortir, de mettre l'armée à sa disposition et l'armée désobéit?
c'est impossible. Derrière cela donc, on voit la France qui se lève, qui bien sûr va donner des leçons aussi à Donald Trump. C'est bien beau quand on voit Emmanuel Macron s'indigner de ce qui s'est passé aux États-Unis, que Donald Trump n'accepte pas sa défaite, que Donald Trump ne soit pas fair play. Ah, la France, finalement, sait s'occuper des problèmes aux États-Unis. Et pourtant, dans ses anciennes colonies, où elle a installé les chefs, elle continue à soutenir les dictateurs qui sont au pouvoir depuis 38 ans comme Paul Biya. Comment on peut donc comprendre que la France aille critiquer Donald Trump, mais accepte la réélection de Ouattara? Ouattara a violé la constitution de la Côte d'Ivoire. Ouattara a tué. Ouattara est arrivé au pouvoir par des armes. Et c'est cette France qui a refusé les résultats de la Cour constitutionnelle avec le même Ouattara. Et lorsque Ouattara a violé la Constitution, lorsqu'on a demandé à Macron d'intervenir, Macron n'a pas parlé. Il a dit qu'il ne peut pas se mêler des affaires intérieures de la Côte d'Ivoire. Mais quand il s'agit des États-Unis, Emmanuel Macron va se mêler des affaires intérieures des États-Unis. Parce que c'est la France qui dirige la Côte d'Ivoire. Parce que c'est la France qui a les marchés de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est la France qui a installé Ouattara avec les armes. Avec ses sangs. Et pour la dernière élection, il y a eu combien de morts en Côte d'Ivoire? Parce que Alassane Ouattara, c'est lui qui est au pouvoir. Il a utilisé l'armée, ce que Trump n'a pas fait. Il a utilisé le président de la Cour constitutionnelle. La CENI, c'est pour lui. Il a désigné tout le monde. Les bureaux de vote, c'était sous son contrôle. Là, la France n'a vu aucun inconvénient que Ouattara change la constitution. La France n'a rien dit. La constitution des États-Unis date du 17 décembre 1787 et elle a été amendée en 1789. Trump a-t-il changé la constitution des États-Unis? Non. Trump a-t-il taillé la constitution pour dire maintenant c'est le 3e mandat? Non. Mais là-bas, la France trouve que c'est un vrai problème démocratique. Mais en Côte d'Ivoire, c'est bon. C'est bon, mais il n'y a pas de problème. Voilà au Cameroun. Paul Biya est arrivé au pouvoir sur l'injonction de la France, sans être élu, en 1992. John Fundi a gagné l'élection présidentielle. Jusqu'à ce que André Tchongi, qui était ministre de l'administration territoriale, s'est levé pour aller fabriquer d'autres résultats. Et John Fundi avait été encerclé par les forces de sécurité. La France n'a rien dit. Elle a plutôt encouragé ni John Fundi. Quand on voit dans le rôle de la France, à quel rôle joue exactement la France? La France doit-elle tenir un double langage entre les États-Unis et ce qui se passe en Afrique? La France peut-elle donner des leçons à Donald Trump? Non. La France et les dictateurs africains marchent main dans la main.
La France soutient les dictateurs africains qui violent la Constitution. La France a eu à soutenir Sassou Nguesso, qui, après avoir été chassé par la conférence nationale souveraine, est revenu en France, a pris des armes pour aller s'installer après une guerre civile. Et ce Sassou Nguesso, chaque année, prend les opposants, les assassine, les tue, tire sur les manifestants. La France a-t-elle dénoncé? La France soutient Idriss Déby. Pourtant, Idriss Déby n'a fait que violer la Constitution. Idriss Déby n'a pas d'opposants. Tous ses opposants, soit ils sont tués, soit ils sont jetés en prison. Donald Trump, lui aussi avait bien besoin de jeter Hillary Clinton en prison. Mais il n'a pas réussi. Donald Trump a voulu imiter ce que la France fait en Afrique. Puisque lui aussi, il a critiqué les journalistes en les traitant d'ennemis du peuple. Donald Trump a voulu utiliser ce que la France également fait en Afrique, à savoir que les dictateurs qui sont au pouvoir, ils donnent des habits à leurs manifestants. Vous savez, les pagnes avec l'effigie de Paul Biya. Ou bien les pagnes avec l'effigie d'Alpha Condé. Ou de Yamsibé. Et c'est eux qui défilent avec ces effigies. Donald Trump, c'est exactement la même chose qu'il a eu à faire. Ceux qui étaient au Capitole avaient des casquettes rouges avec une mention Trump 2020. C'est exactement ça que les dictateurs africains font. Et quand ils le font, la France ne trouve rien à dire. Les dictateurs africains, eux, ils sortent l'armée pour tirer sur les manifestants. Et en même temps, on traite ces manifestants de terroristes. Quand on voit Paul Biya aujourd'hui, avec sa dernière soi-disant élection, où on savait pertinemment qu'il n'a même pas fait une campagne électorale. Combien de fois a-t-il violé la Constitution? En 2008, il a dû mettre d'ailleurs l'apéro de Mbanga l'artiste en prison. Il a tiré sur des manifestants. Et il y a eu des centaines et des centaines de morts. En 2011, bis repetita. Quand il a vu que maintenant, lui-même qui avait dit que, après 2 mandats de 7 ans, on ne peut plus se présenter. Dès qu'il a vu qu'il a déjà épuisé ces 14 ans-là, boum, il revient changer la Constitution. Ad vitam aeternam. Mais pendant ce temps, il est gaillardement reçu par Emmanuel Macron. Il est reçu par la France. Parce que le pétrole du Cameroun, les matières premières du Cameroun, de toute l'Afrique centrale, appartiennent bel et bien à la France. Aujourd'hui, les dictateurs africains sont donc très contents que Donald Trump ait montré la voie. Ça leur donne donc une occasion de pouvoir dire que bon, enfin, nous avons au moins un boulevard qui vient de s'ouvrir, de ne plus jamais quitter le pouvoir. D'autant plus que Vladimir Poutine est très célèbre en Afrique. Vladimir Poutine, Donald Trump, voilà les héros des nouveaux dictateurs africains ou encore le président chinois qui peut rester là comme il veut, ou peut-être l'Indochine, ou bien, voilà leurs exemples. Les dictateurs africains seront donc prêts à envoyer des armes, des munitions à Donald Trump pour se maintenir au pouvoir. Oui, mais c'est comme ça que ça marche. Oui, Paul Biya, envoie le pire.
Mais Idriss Déby, envoie ton armée. Mais attends, c'est ton collègue. Donald Trump, il est en danger. C'est la solidarité entre vous, les dictateurs. Ah oui, mais c'est comme ça. Arrêtez Joe Biden, mettez-le en prison. Et finalement, Donald Trump n'est pas si puissant que ça. Il aurait arrêté Joe Biden depuis. Il aurait même tué. Il aurait arrêté tous les journalistes de Fox News, de New York Times et de toute la bande de gens qui dérangent là. Il les aurait mis en prison comme Paul Chouta. C'est comme ça que ça marche. C'est ça la démocratie à la française. Cette France qui donne aujourd'hui des leçons à Donald Trump et qui est incapable d'enlever la paille de son œil. Donald Trump, ce qu'il a fait est une insulte à la démocratie. Mais en même temps, il a montré et montre jusqu'où, au moins, les États-Unis sont un vrai pays où on ne peut pas contrôler le pouvoir. Comme un jeu. Où on tape là, on tape là, on tape là. Ce n'est pas eu des manettes. Les États-Unis, il y a bien l'indépendance de la justice. Les États-Unis, il y a bien un ensemble d'États que nul n'est capable de contrôler lui seul. Les États-Unis sont un socle de la démocratie. Les États-Unis ont montré à Donald Trump qu'on ne peut pas subitement se transformer en dictateur parce que juste on a vu ce qui se passe en Afrique ou parce qu'on a du fric. Aujourd'hui, Donald Trump partira la queue entre les jambes. Les dictateurs africains, au lieu de se réjouir de ce qui se passe aux États-Unis, devraient plutôt s'inquiéter et comprendre enfin comment fonctionne une démocratie. Paul Biya dit, nous sommes une jeune démocratie. Une jeune démocratie où lui-même il dit à un journaliste, il me suffit d'un coup de tête. À Eric Kindé. Et tu n'es plus rien. Un pays où celui qui nomme tout, c'est là qui sont supposés contrôler l'élection. Celui qui nomme tous les procureurs, qui nomme tous les présidents, qui nomme tout, les préfets, tout. C'est cette Afrique-là que nous combattons. Oui, quand les États-Unis sont aujourd'hui devant le monde, on peut en rire. On oublie parfois les soucis qu'on a au pays. Sait-on, par exemple, que les sénateurs américains ont déjà voté une résolution? Pendant qu'ils ont cette résolution-là, voilà que le Cameroun prouve encore qu'il faudrait que la solution vienne de l'extérieur. Les solutions aux États-Unis viennent de l'intérieur, pas de l'extérieur. Mais le problème anglophone, par exemple au Cameroun, il ne peut plus trouver de solution. La preuve. Mercredi encore, un attentat à la bombe a explosé alors que le cortège du prophète de la Momo était en train de passer pour l'installation de 2 autres sous-prophètes. 5 morts. Donc, une de nos consoeurs journalistes, la première à tomber dans cette sale crise, elle était déléguée départementale à la communication. Une mort douloureuse qui vient s'ajouter à d'autres morts qui, aujourd'hui, classent le Cameroun comme étant un pays en crise, l'une des crises les plus négligées dans le monde. Donald Trump a négligé la crise du Cameroun. Avec Joe Biden, ce sera une autre chanson. L'année 2021 sera difficile pour les dictateurs africains
avec le nouveau pouvoir qui va s'installer à la Maison Blanche. Nouveau pouvoir également qui vient de s'installer au niveau de Camerco, cette structure où on change les directeurs comme des serviettes hygiéniques et où rien n'a jamais marché puisqu'il n'y a même pas d'avion. Eh bien, une fois de plus, on apprend que le conseil d'administration extraordinaire qui a été convoqué à la demande d'Ongongo, qui déjà avait placé le directeur, il y a encore de remplacer le directeur en plaçant un autre. Ainsi, on peut donc dire que Camerco est dans la tourmente. Et nous allons en parler dans les dossiers noirs du samedi soir, tout comme également ce Cameroun, pays de sans-papiers, où la carte d'identité est devenue un vrai diamant ou alors une canne à sucre. Nous allons y revenir parce que justement le Cameroun, malheureusement avec ses papiers, se classe comme l'un des pays où le passeport et la carte d'identité sont les plus chers, mais aussi les plus nuls du monde. Tout comme également, en fin d'année comme ça, sans l'ombre d'un doute, il faudrait remercier, féliciter ceux qui ont brillé pendant l'année 2020. Ainsi, avec la collaboration des Fourmis Magnang et d'autres personnalités, nous allons donc donner les trophées pour, par exemple, le meilleur lanceur d'alerte, le meilleur journaliste, le meilleur, corps d'armée, le meilleur panéliste, la meilleure chaîne de télévision, la meilleure radio, et bien sûr, le ministre le plus nul, le ministre le plus frivole, l'opposant le plus nul. Ah, et il y a beaucoup de titres pour tout le monde. Juste après cette intervention, vous en aurez une affiche où vous pourrez donc venir voter vous-même en choisissant 3 noms par catégorie, sachant que le premier nom donne 3 points, le deuxième donne 2 points et le troisième donne 1 point. À la suite de cela, le jury va se réunir et je vais publier les résultats pour ceux qui vont remporter ces différents trophées qui seront donc distribués de façon symbolique dans les dossiers noirs du samedi soir, ou bien sûr, il y aura d'autres choses à bien croquer. Sur ce, mesdames et messieurs, merci d'avoir eu à m'écouter, particulièrement ceux de Facebook qui ont dû souffrir et qui ont dû se poser des questions. Et bien sûr, on se donne un rendez-vous pour les dossiers noirs du samedi soir. Ce sera à 18 h, comme vous le savez déjà, heure de Paris, heure d'Afrique centrale, 17 h, heure d'Afrique de l'Ouest, et bien sûr 12 h, heure de New York, avec bien sûr un nouveau partenaire que je vais vous présenter ce samedi-là. Merci, au revoir.